Donc un cerveau qui fonctionne bien, c'est quoi? Alors, c'est assez difficile à définir, mais on va dire qu'on a un certain nombre d'éléments qui nous permettent de dire, lorsque les processus, on va dire, cognitifs, le traitement de l'information sont efficients. Alors, en général, on utilise comme base des populations dites normales, sans pathologie, et ça va permettre de nous aider à faire des modèles sur le fonctionnement du cerveau. Euh, de façon globale, je dirais qu'un cerveau qui fonctionne bien, c'est un cerveau qui fonctionne vite et avec le moins d'erreurs possible. Voilà, c'est un petit peu ça la définition. Et c'est vrai que lorsqu'on s'intéresse aux pathologies, il va y avoir des dysfonctionnements. Alors lorsque l'on parle par exemple des pathologies liées au vieillissement, il va falloir les distinguer du vieillissement normal. Donc c'est une partie aussi des recherches importantes, c'est de savoir comment le cerveau d'une personne âgée qui présente un vieillissement normal fonctionne. Et donc pour cela, on va faire un certain nombre d'hypothèses, on va poser effectivement, on va leur faire passer des tests et on va regarder par rapport à leur fonctionnement s'ils sont dans la norme ou pas, ce qui va nous permettre après, avec toute une batterie de tests neuropsychologiques et d'entretien éventuellement psychologie de cliniciens, de faire un pattern, de savoir si ça fonctionne correctement ou pas. Oui, bien sûr. Alors bon, il y a des plus grands spécialistes que moi pour répondre à ces questions, mais on sait au fait qu'on perd un nombre de neurones très très important, et ça donc à partir de 20 ans. Alors par contre, ce qui est très intéressant à l'heure actuelle, c'est effectivement des découvertes assez récentes où on s'aperçoit que le cerveau garde une grande plasticité malgré en fait ses pertes neuronales. Et ces difficultés de fonctionnement, donc au niveau par exemple des transitions synaptiques, etc. Donc voilà, donc un cerveau vieillit comme le corps. Enfin, le vieillissement, voilà, c'est un phénomène physiologique et qui va altérer, on va dire, un petit peu toutes les parties du corps, dont le cerveau, justement. Alors c'est vrai qu'on va répondre moins vite, mais il va y avoir des processus de compensation qui vont se mettre en place, qui sont pour la plupart en fait basés sur des circuits neuronaux peut-être qui vont se développer. Donc après, mes collègues vous en diront certainement plus, hein, mais il y a effectivement à travers des techniques d'imagerie cérébrale, on voit les aires qui sont activées. Donc on peut le faire auprès d'une population jeune. On leur demande de traiter une petite information très simple, et puis lorsque l'on regarde comment ça se passe chez des personnes plus âgées, on voit que ce ne sont pas les mêmes aires en fait, qui s'activent, et puis il y a des réseaux différents qui se mettent en place. Alors d'abord, c'est un phénomène qui n'est pas simple à imager. C'est un phénomène dynamique dans le temps. Les premières observations sur la plasticité, elles ont été faites chez des gens qui avaient des pathologies dans le cerveau, notamment aiguës, comme celle des accidents vasculaires cérébraux, des gens chez qui on a regardé comment justement le cerveau était capable de compenser après plusieurs mois, voire plusieurs années, des zones qui avaient été endommagées par l'accident vasculaire cérébral. Alors ça a été les premières observations. Maintenant, on fait des observations plus larges sur différents types de populations. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a dans le cerveau des aires qui vont se correspondre les unes aux autres. On appelle ça de la connectivité cérébrale, et donc avec des réseaux qui sont entre ces aires. Et on est aujourd'hui capable par la technique de mettre en évidence justement cette connectivité pour certains des neurones, et donc on peut observer de la plasticité dans des situations qui sont à la fois des situations par exemple de pathologie, mais également dans des situations d'apprentissage ou de réapprentissage, d'éducation. Donc c'est un domaine qui est très très évolutif à l'heure actuelle et qui est tout à fait passionnant. Enfin, moi, ce que je peux dire, c'est que c'est un phénomène extrêmement dynamique, et contrairement à ce qu'on a longtemps cru. On a longtemps dit que le cerveau s'était fait de neurones qui étaient figés, qui d'ailleurs diminuaient dans le temps, mais en fait on se rend compte que même s'ils diminuent, on ne perd pas forcément les fonctions, au contraire, elles s'affinent. Ça c'est parce que j'ai passé l'âge de 20 ans, donc j'espère qu'elle s'affine effectivement, mais c'est probablement vrai. Et surtout, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une très forte activité permanente
des réseaux, et notamment ce qu'on appelle les dendrites, qui font l'interaction entre les neurones. C'est cette interaction entre les neurones qui est extrêmement dynamique. Et elle se fait même parfois dans l'ordre de la milliseconde, et on voit des choses apparaître, disparaître extrêmement rapidement. Et donc on sait que le cerveau est véritablement un organe dynamique et pas un organe figé et simplement une connexion électrique. Et c'est là-dessus que se base le phénomène de plasticité, c'est-à-dire que la capacité du cerveau à s'adapter à une situation nouvelle, c'est ça la plasticité, eh bien, elle est liée au fait que les composants eux-mêmes, les neurones et les cellules qui sont autour, parce qu'il y a des cellules extrêmement importantes qu'on oublie, sont les astrocytes, sont les cellules qui sont juste au contact des neurones. Il y en a d'autres, de la microglie, enfin, toutes ces cellules-là participent à une sorte de dynamique permanente du cerveau. Au moment où je vous parle, il y a des choses qui se créent, qui se défont, et ça c'est effectivement quelque chose qu'on approche maintenant par de l'imagerie cellulaire, qui est aussi très intéressant. On a à Bordeaux des spécialistes autour de Daniel Choquet et de Brahim Lounis, qui sont des spécialistes justement pour regarder cette dynamique au niveau à l'étage cellulaire, et des groupes autour de nous. Vous vouliez ajouter quelque chose sur... Oui, en fait, je voulais juste revenir sur la notion du réseau. C'est vrai qu'on ne peut pas parler du cerveau sans parler du réseau, comme l'a très bien dit Vincent. C'est que, en fait, ce qui se passe au moment de la plasticité, c'est qu'il y a des nouvelles synapses en fait, qui vont se créer. C'est les contacts en fait, entre un neurone et un autre. Ça va créer une chaîne en fait, pour la transmission de l'information. C'est comme ça que le cerveau fonctionne. Et on a beaucoup plus de contacts en fait nouveaux qui se créent suite à un exercice par exemple par rapport aux tâches qu'on peut faire réaliser à quelqu'un au niveau de la mémoire, des choses comme ça. Et c'est vrai que maintenant il y a une nouvelle notion en fait qui est très très importante qu'on ignorait auparavant, c'est la neurogenèse. C'est qu'il y a des neurones en fait. On dit que le cerveau est figé, comme l'a dit Vincent, mais pas du tout. Maintenant, cette notion commence à disparaître parce qu'on sait qu'il y a des nouveaux neurones qui peuvent en fait naître à partir de certaines cellules qui sont dormantes, qui ne sont pas actives. Et donc, avec des exercices qu'on peut faire à une personne, on peut avoir des nouveaux neurones qui se créent. Et ça, c'est une notion très importante. Et on a une très grande spécialiste à Bordeaux qui travaille sur la neurogenèse, c'est Nora Abrousse, qui travaille très très bien sur ce domaine-là et qui a montré des choses vraiment très intéressantes au niveau de l'hippocampe en particulier. Tout à fait, tout à fait. On peut. Oui. Elle travaille beaucoup sur le vieillissement. Elle travaille beaucoup sur le vieillissement. Elle a un marqueur qui est vraiment très intéressant, c'est le BRDU, où on peut voir en fait tous les neurones qui viennent de se créer. Et ça, c'est quelque chose qui est très très important. Elle peut suivre en fait l'évolution du cerveau. C'est un réseau qui est là, mais qui ne va pas être dynamique, qui ne va pas être fonctionnel dans toutes ses capacités. Bien sûr. On pourrait faire peut-être une image. C'est vrai que si on a un nouveau réseau autoroutier qui se met en place, c'est vrai que les petites routes qui étaient là, elles existent toujours, mais elles ne fonctionnent plus en fait, en quelque sorte. Donc c'est un petit peu ça. Et c'est vrai que quand on s'intéresse au vieillissement, on étudie beaucoup à l'heure actuelle les styles de vie, en fait, les activités que les personnes peuvent avoir, les activités de loisirs ou de stimulation intellectuelle stimulante. Et on s'aperçoit effectivement que lorsqu'on compare des populations avec des niveaux d'activité différentes, eh bien, il y a une prévalence en fait, par exemple, de l'apparition des démences dans des populations qui sont moins stimulées cognitivement. Donc bon, on ne connaît pas encore tous les mécanismes qui peuvent expliquer ça. À l'heure actuelle, on parle de la réserve neuronale. Voilà, c'est l'hypothèse de la réserve neuronale, avec effectivement des réseaux qui pourraient soit se remettre en place parce qu'on est stimulé, enfin de façon un petit peu différente, ou grâce en fait à l'éducation, des choses en fait qui peuvent mieux fonctionner lorsqu'on vieillit. Voilà. Donc on est vraiment dans une période, je dirais, un petit peu charnière, même au niveau du vieillissement pathologique, dans la maladie d'Alzheimer, on s'aperçoit, et ça c'est très récent, il y a une dizaine ou une vingtaine d'années, on ne l'imaginait pas comme ça, mais que les personnes âgées peuvent avoir de nouveaux apprentissages. Ça c'est assez récent en fait. Voilà.
Pour aller plus loin, en fait, par rapport à ce que vous disiez, on prend des exemples en fait de certaines fonctions bien précises. Si on prend l'exemple d'un musicien violoniste, il a une région en fait qui va coordonner les mouvements des doigts de la main gauche qui est beaucoup plus développée qu'un individu normal non musicien. Il y a un autre exemple, c'est les chauffeurs de taxi, au niveau des réseaux en fait, qui aident à l'orientation. On sait qu'ils ont ces régions-là, en fait, les réseaux qui sont impliqués dans l'orientation, qui sont très très développés. C'est pour aller dans le sens en fait, des régions qui s'activent en fonction de est-ce qu'on les exploite, ces régions-là ou pas. Pas tout à fait mangée, mais on va dire moins active qu'elle est là, elle existe, mais elle est moins active que pour quelqu'un qui l'exploite au maximum. Donc c'est qu'on a en fait tous les mêmes régions, les mêmes réseaux, etc. Mais on a des réseaux qui sont plus développés comparé à quelqu'un d'autre en fonction de l'exploitation en fait, de ces réseaux. De toute façon, je vous ai vu tout à l'heure, vous vouliez réagir à ce qui était dit. Non, je revenais sur justement le propos sur le fait que après 20 ans on diminuerait en fait ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le cerveau va au contraire probablement se raffiner dans un certain nombre de circuits, d'activités, et je suis tout à fait d'accord, hein, il faut le stimuler tout le temps. C'est un muscle, et si vous ne stimulez pas vos muscles, ils s'atrophient. Alors on ne peut pas dire aujourd'hui, parce que nos connaissances sur la neurogénèse, sur la plasticité, sont des connaissances très récentes. Hein. Je pense qu'on en est même, j'aurais tendance à dire, on en est au début de l'histoire. On commence à écrire les choses sur le cerveau, mais on n'en est qu'au début de l'histoire, vraiment au tout début, et il y a encore énormément de choses à apprendre. Et c'est pour ça qu'on revisite d'ailleurs des données qui étaient intuitives et que l'on peut éliminer aujourd'hui, d'autres que l'on peut confirmer, mais très récemment. Et donc il faut aussi attendre pour pouvoir répondre à un certain nombre de questions précises. Et donc là, on n'en est vraiment qu'au tout début. Et les techniques s'affinent aussi, et on a besoin de techniques fines pour pouvoir rentrer à l'intérieur du cerveau. C'est un organe mystérieux et il faut absolument avoir les moyens de rentrer à l'intérieur, et c'est pas facile. Voilà. Quelles sont ces techniques ? Je pense que, moi je vais répondre peut-être pour ma partie, mais je pense que dans tous les domaines, en fait, dans le domaine de la neuropsychologie, je pense qu'il y a une évolution des techniques considérable. Et puis il y a des techniques physiques que nous on emploie quand on fait de l'imagerie, qui permettent d'aller beaucoup plus loin dans l'exploration. Il y a des techniques électrophysiologiques, hein, là vous avez un spécialiste à côté de moi, donc toutes ces techniques évoluent. Alors on pourrait en citer, hein, mais l'imagerie par résonance magnétique, dans ce qui me concerne, on arrive à voir maintenant justement ces fameux réseaux qui s'activent quasiment, je dirais pas en temps réel, mais avec un tout petit décalage de temps, donc on arrive à avoir ces réseaux. On fait également des explorations en résonance magnétique de gens qui sont au repos. On regarde le cerveau, on dit se parler à lui-même, c'est-à-dire qu'au moment où vous êtes au repos, ne croyez pas que votre cerveau ne fonctionne pas, c'est comme pendant le sommeil, votre cerveau fonctionne. Et donc à ce moment-là, on peut le voir aussi. Et puis on a des techniques d'imagerie moléculaire maintenant, qui sont plutôt des techniques de ce qu'on appelle la tomographie par émission de positrons, hein, TEP scan ou PET scan selon les vocabulaires qu'on emploie, et ces techniques qui sont disponibles, on a 3 appareils à Bordeaux, sont des techniques qui permettent aussi d'explorer les molécules qu'il y a dans le cerveau dans un certain nombre de processus. Donc ça a effectivement considérablement évolué, et on raffine le microscope en quelque sorte aujourd'hui pour pouvoir donc rentrer de plus en plus à l'intérieur du cerveau, à la fois avec deux écueils importants, qui sont, enfin deux frontières importantes, qui sont la résolution spatiale, c'est-à-dire regarder ce qu'il y a de plus en plus petit, et la résolution temporelle, puisque le cerveau fonctionne à une vitesse qui est extrême, et pour nous, il faut que l'on s'approche le plus possible du temps de fonctionnement du cerveau pour pouvoir justement détecter plus précisément ces fonctions.
Dans votre domaine, quelles sont les techniques d'observation qui évoluent? Donc essentiellement ce sont des techniques en fait dites de laboratoire, des techniques expérimentales. Donc on va beaucoup utiliser l'interface avec l'ordinateur dans laquelle on va proposer en fait des situations de traitement de l'information dont on va manipuler les caractéristiques de façon très fine pour pouvoir aborder des processus cognitifs. Alors de façon plutôt simplifiée, si on veut étudier la mémoire par exemple à court terme, on va mettre une liste de mots et puis on va demander au patient de le restituer et puis on va faire varier par exemple la nature des mots qui soient mémorisés. Et la façon dont on va mesurer justement le traitement de l'information, alors c'est parti sur un grand postulat, c'est que lorsqu'on répond à ce genre de questions, le temps que l'on va mesurer, le temps de réaction, va refléter en quelque sorte le temps de traitement réel de l'information au niveau du cerveau. Bien sûr, il y a les temps de réaction, moteur, décisionnel, mais globalement, en fait, c'est sur ce postulat qu'on va pouvoir essayer de découvrir un petit peu comment le cerveau traite l'information. Votre collègue a parlé d'électrosimulation, vous pouvez nous en dire plus? Électrophysiologie d'abord. Électrophysiologie. En fait, c'est vrai que nous, dans mon équipe, on utilise la technique d'électrophysiologie. Donc en fait, on descend les électrodes dans le cerveau. C'est des micro-électrodes avec des pointes toutes petites en fait, qui font quelques micromètres. Et on essaie d'être en contact d'un neurone pour enregistrer l'activité d'un seul neurone au sein d'un réseau. Donc on essaie de comprendre en fait le fonctionnement de ces neurones-là qui sont impliqués dans un réseau donné. Nous, on s'intéresse beaucoup à la motricité, donc on travaille sur les réseaux moteurs en fait, qui vont coordonner et nous aider à exécuter un mouvement. Donc, on a réussi, suite, pas que nous, il y a beaucoup d'équipes dans le monde qui travaillent sur le même domaine, on a réussi à modéliser en fait le réseau impliqué dans l'acte moteur. On sait comment le cerveau fonctionne pour la réalisation d'un acte moteur. Et c'est grâce à l'électrophysiologie qu'on a pu en fait déterminer de façon très précise le fonctionnement de chaque neurone au sein d'une structure donnée pour voir son implication dans cet acte moteur. Et cela nous a permis en fait d'aller comprendre qu'est-ce qui se passe dans un cerveau pathologique. Donc on fait la même chose, on enregistre l'activité des neurones dans des cerveaux pathologiques pour comparer et essayer de comprendre en fait quelles sont les modifications qu'on va observer en fait dans une telle ou telle pathologie par rapport à la normale. Et c'est comme ça qu'on a pu proposer des nouvelles approches thérapeutiques, en particulier dans la maladie de Parkinson. Quels sont ces différences justement entre un cerveau... Alors les neurones ne déchargent pas, on dit, en fait il y a des impulsions électriques, les neurones pour transmettre le message au sein d'un réseau, il y a des impulsions électriques qu'on appelle des potentiels d'action et ces potentiels d'action vont se propager à partir du corps du neurone qu'on appelle le corps cellulaire. Après il va se propager tout au long de l'axone pour transmettre l'information à un autre neurone. En fait une fois le message arrive au bout, le neurone va libérer une substance chimique qu'on appelle un neuromédiateur qui va être libéré au niveau d'une fente synaptique. Ce neurotransmetteur va se fixer sur le neurone suivant, sur des récepteurs bien spécifiques et l'information va être diffusée d'un neurone à l'autre de cette façon-là, donc au sein d'un réseau. Et on sait que cette communication ne se fait pas correctement dans un cerveau pathologique. C'est parce que soit il y a plus de neurotransmetteurs parce qu'il y a mort cellulaire, donc les neurones qui reçoivent l'information de ces neurones qui sont morts ne reçoivent plus cette information, donc ils vont être perturbés au niveau de leur activité, donc on peut enregistrer des décharges qui sont complètement anarchiques, au lieu d'une décharge par exemple régulière dans une situation normale. Donc on arrive maintenant en fait à comprendre en fait ce qui se passe dans des maladies du cerveau grâce à cette technique qui est l'électrophysiologie. Alors on peut dire que le cerveau, en fonction des âges, peut être affecté par différentes pathologies. Alors vous avez des pathologies liées au développement, alors qui peuvent avoir des sources génétiques, donc on appelle ça les pathologies congénitales et développementales, qui vont souvent se manifester en petite enfance. À l'autre extrême de la vie, ce qui aussi nous intéresse beaucoup sont les maladies neurodégénératives. Et les deux grandes maladies neurodégénératives sont la maladie d'Alzheimer, qui donc se manifeste par une démence, et puis la maladie de Parkinson, qui se manifeste par des troubles du mouvement. Donc Hamid Benazouz est un spécialiste
cette pathologie. Après, il y a des pathologies qui sont liées aux anomalies vasculaires. Donc, anomalie, par exemple, un vaisseau qui se bouche, donc ça va entraîner un accident vasculaire cérébral, on appelle ça les maladies vasculaires cérébrales, avec parfois aussi des formes hémorragiques, des hématomes dans le cerveau, des maladies infectieuses qui peuvent toucher le cerveau. Alors, toutes les maladies infectieuses de notre organisme peuvent toucher le cerveau, puis il y a quelques maladies infectieuses plus spécifiques du cerveau. Des maladies dites inflammatoires qui viennent en fait du système immunitaire qui dysfonctionne. La grande maladie inflammatoire, c'est la sclérose en plaques. Donc c'est une maladie qui va toucher les gens entre 20 et 40 ans globalement, et puis qui va évoluer sur de nombreuses années. Il y a des pathologies liées à des traumatismes. Pathologies traumatiques lorsqu'on tombe sur la tête. Ensuite, il y a des pathologies métaboliques, toxiques. Les substances que l'on utilise et que l'on croit utiliser parfois sans risque peuvent être très dangereuses pour le cerveau. L'alcool en est un des exemples, mais les drogues, enfin, etc. Il y a des pathologies liées à des traitements, des médicaments qui peuvent donner aussi des modifications au niveau du cerveau. Donc on appelle ça des maladies iatrogènes parce qu'elles sont liées à l'administration de médicaments. Et enfin, évidemment, il y a les maladies psychiatriques, qui sont des maladies d'un dysfonctionnement du cerveau qui peuvent avoir des origines parfois de développement anormal et parfois de dysfonctionnement dont on n'a pas encore aujourd'hui. C'est un champ qui là aussi s'ouvre à nous, les maladies psychiatriques, parce qu'on n'avait pas trop des moyens de les explorer. Qui sont aussi un grand groupe de pathologies. Alors les grandes maladies psychiatriques, si on met dans les maladies psychiatriques l'addiction, je ne vais pas trop parler de l'addiction comme une maladie psychiatrique, il faut moduler les choses, mais il y a l'addiction et puis il y a des maladies comme la schizophrénie, la dépression, qui est une vraie maladie, les psychoses maniaco-dépressives, je n'ai cité que les plus grandes. Moi, je vais vous donner un avis tout à fait personnel sur l'addiction. Je pense que nous sommes, à voir le comportement de mes semblables, et le mien bien sûr, je pense que nous sommes très facilement addictifs à beaucoup de choses. Et donc je ne sais pas si l'addiction est un phénomène pathologique ou si c'est l'excès de l'addiction qui est un phénomène pathologique. Et donc là, il y a peut-être une bascule à un moment, mais j'ai comme ça intuitivement j'ai tendance à penser intuitivement que en fait on est facilement donc sujet à l'addiction, que ce soit l'alcool, les drogues, le tabac. Alors il y a des mécanismes de dépendance évidemment derrière, mais les mécanismes de dépendance très physiques n'ont pas toujours été élucidés, et donc on peut être, il y a peut-être des addictions à la nourriture, il y a des addictions peut-être à la musique, à l'informatique, à des choses qui viennent de l'extérieur. Voilà, après, il y a peut-être un rapport perturbé effectivement au monde extérieur qui fait qu'ensuite on peut tomber dans l'excès, dans des maladies. Alors on la connaît mal, mais on commence à mieux la comprendre. Effectivement, ce qu'on ne connaît pas bien, c'est comment la sclérose en plaques se développe dans un cerveau. Par contre, on sait ce qui se passe dans le cerveau lorsqu'il y a une sclérose en plaques. La cause, ou les causes, parce que c'est probablement pas, aujourd'hui on en est quasiment sûr, c'est pas une maladie liée à un seul processus. On a cru longtemps qu'il y avait un virus qui pouvait créer la sclérose en plaques, mais ça, aujourd'hui, plus personne ne soutient cette idée. C'est un dysfonctionnement du système immunitaire. Le système immunitaire a une sorte de régulation normale. Alors, je vais vous prendre un exemple très simple. Lorsque vous avez une
une plaie, un bouton au niveau de la peau, parce que c'est ce qui se voit le plus. Vous avez un phénomène inflammatoire et vous avez une régulation du phénomène inflammatoire. Hein. Vous savez, ça va se tuméfier, puis spontanément, ça va se réguler, puis un jour, ça va disparaître. Eh bien, les phénomènes immunitaires vont jouer pour donc réguler l'inflammation. Dans le cerveau, vous pouvez avoir aussi exactement la même sorte de mécanisme, avoir une réaction inflammatoire, et on en a probablement très fréquemment. Et aujourd'hui, on sait que, on croyait autrefois que le cerveau était un sanctuaire, qu'aucune cellule qui est de l'extérieur ne pouvait rentrer à l'intérieur. En fait, c'est pas vrai. En permanence, il y a des cellules qui circulent. Donc, il y a des phénomènes de réparation qui peuvent être liés au système immunitaire. Dans la sclérose en plaques, ce sont des mécanismes donc, de régulation de l'immunité qui vont être anormaux. Cette régulation ne se fait plus normalement et vous allez avoir une chronicité des réactions inflammatoires. Un peu comme si votre plaie ne se cicatrisait pas et que vous avez de temps en temps, elle se rouvre et de nouveau, elle crée une zone inflammatoire. Mais ces zones inflammatoires peuvent naître un petit peu partout dans le cerveau au cours de l'existence du patient porteur de la maladie. Et c'est une maladie chronique qui en général n'est pas mortelle, mais qui par contre donne évidemment des dysfonctionnements neuronaux et qui finit d'ailleurs chez les patients par une maladie neurodégénérative. C'est-à-dire on est sur une maladie d'abord inflammatoire, dysimmunitaire, et qui va rejoindre en fait les maladies neurodégénératives principales dont on a parlé au cours de la chronicité de cette pathologie. En fait, neurodégénérative, comme son nom l'indique, dégénérescence, donc mort, neuro, c'est mort des neurones. Et c'est vrai que c'est des maladies qu'on commence à connaître. Par contre, le mystère, comme l'a dit Vincent, c'est qu'on ne sait pas pourquoi ces neurones meurent, en fait. C'est la cause en fait de la mort des neurones qu'on ne connaît pas très très bien. D'où l'échec en fait actuellement de trouver des médicaments qui vont qui vont protéger notre cerveau, on va dire, pour qu'il n'y ait pas de mort neuronale et pas de maladie neurodégénérative. Donc là, on est devant un obstacle. Tant qu'on n'a pas compris en fait exactement les mécanismes exacts de la mort cellulaire et pourquoi ces neurones meurent, on ne pourra pas avoir d'approche préventive pour ces maladies neurodégénératives. Par contre, comme l'a dit Vincent pour la sclérose en plaques, pour les autres, la plupart des maladies neurodégénératives, on sait très bien qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'un malade avec une pathologie neurodégénérative. Si on prend l'exemple de la maladie de Parkinson, on sait que ce sont les neurones dopaminergiques d'une toute petite structure qu'on appelle le locus niger qui vont mourir de façon progressive. C'est pour ça que c'est une maladie évolutive qui démarre avec des symptômes modérés au début, mais il y aura une aggravation dans le temps de ces symptômes jusqu'à ce que le patient devienne grabataire. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une progression en fait, et une évolution dans la mort de ces neurones-là qui sont localisés dans une toute petite structure qu'on appelle le locus niger. Donc quand on parle de mort neuronale, donc dans le cadre de la maladie de Parkinson, donc ce sont les neurones qui fabriquent la dopamine, le neurotransmetteur en fait qui va permettre la transmission du message nerveux au niveau du réseau. Donc quand il n'y a plus cette dopamine, eh ben, il n'y a plus de communication au sein du réseau. Donc le réseau va fonctionner de façon complètement anarchique puisqu'on ne reçoit plus cette substance qui régule. C'est un neuromodulateur en fait qui module l'activité des structures efférentes et donc cette désorganisation de l'activité au sein du réseau moteur qui va être en fait à la base de l'apparition des symptômes moteurs. Si je peux faire juste un lien par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, la plasticité. Alors, on sait que la maladie de Parkinson, en fait, ne se manifeste pas au tout début des processus dégénératifs. C'est-à-dire que quand il y a très peu de neurones qui meurent, il n'y a pas de symptômes qui se manifestent. Il faut qu'il y ait au moins 60% des neurones qui meurent pour que les symptômes se manifestent. Donc, il y a des processus compensatoires qu'on peut rattacher à la plasticité. 60% du il faut qu'il y ait 60%, pas du cerveau, ah oui, de cette région-là, les neurones qui fabriquent la dopamine, qui synthétisent la dopamine.
Donc, en fait, le cerveau est un organe qui essaie de s'adapter. Quand il y a un manque faible d'un neurotransmetteur, ben, les neurones restants, ils vont essayer en fait de s'activer pour compenser le manque et donc synthétiser plus de dopamine dans le cadre du Parkinson. C'est pour ça que les symptômes ne se manifestent pas au tout début. Et quels sont les symptômes alors dans le cadre de Parkinson? Alors les symptômes, il y a les symptômes qu'on appelle les symptômes cardinaux de la maladie de Parkinson, qui sont la rigidité, donc une contracture musculaire, une hypertonie permanente. Il y a la kinésie, donc l'incapacité à initier et à exécuter un mouvement. Donc on appelle ça la kinésie, et il y a le tremblement de repos, donc un tremblement qui se manifeste quand le patient est au repos. Par contre, dès qu'il veut faire un mouvement, ce tremblement va disparaître. Donc ça, ce sont les 3 symptômes qu'on appelle la triade parkinsonienne. Par contre, on dit qu'il y a beaucoup plus de symptômes, mais qui ne sont pas en fait manifestés chez tous les patients parkinsoniens. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a plusieurs maladies de Parkinson, il n'y en a pas qu'une. Et du coup, la prise en charge est un peu plus difficile dans la mesure où pour chaque patient, il faut adapter un traitement bien particulier, avec des doses de médicaments bien particulières. Mais les symptômes cardinaux, ce sont ces 3 symptômes, mais qui sont très très handicapants. Souvent, on peut croire, le grand public peut croire que ça relève un peu du TOC, des tremblements, etc. Est-ce qu'il y a une douleur aussi pour les... Alors la douleur, ce n'est pas le tremblement qui va déclencher la douleur, c'est plutôt les contractures musculaires, c'est la rigidité musculaire. Et même cette rigidité, en fait, c'est l'équivalent de crampe, en fait. Quand il y a une crampe, il y a douleur. Mais la douleur, en fait, est différente d'un patient à l'autre. Il y a des patients qui souffrent énormément de douleur et il y en a d'autres qui ne souffrent pas de douleur. C'est pour ça qu'il y a une équipe toulousaine d'Olivier Rascol qui est spécialisée là-dedans et qui travaille sur les mécanismes en fait, de la douleur dans la maladie de Parkinson. Mais tous les malades parkinsoniens ne souffrent pas de douleur. D'accord, tout à l'heure vous nous avez parlé d'électrophysiologie. Oui. Qu'est-ce que ça a permis dans le cadre de la recherche sur Parkinson? Est-ce que ça a permis de traiter la maladie? Alors pendant en fait, les 20 dernières années, il y a eu une évolution énorme en fait, dans la compréhension de la physiopathologie de la maladie de Parkinson, grâce à l'électrophysiologie, grâce aussi à l'anatomie fonctionnelle, donc tout ce qui est marqueur au niveau cellulaire, etc. Et on a pu en fait identifier les modifications de façon très très précise au niveau des différentes structures qui forment le réseau moteur. Et à partir de là, on a essayé d'intervenir en fait à différents niveaux pour voir est-ce qu'on peut pas guérir, mais est-ce qu'on peut contrecarrer en fait les symptômes qui se manifestent. Et c'est pour ça qu'on a pu développer des approches thérapeutiques par rapport à ça, qui vont réverser ou améliorer les symptômes moteurs. Donc on connaît très bien les mécanismes physiopathologiques actuellement en fait dans ce réseau impliqué dans la réalisation des mouvements. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vos recherches sur Parkinson et sur le traitement de... Alors, moi je suis spécialisé dans la physiopathologie et la thérapie de la maladie de Parkinson. Et c'est vrai que tout est parti quand j'ai commencé à faire ma thèse à Bordeaux dans les années 90, où j'ai travaillé sur un modèle animal qui est le singe MPTP. Donc on peut induire la pathologie, donc la maladie de Parkinson chez les animaux. Et grâce à ces en fait, modèles animaux qu'on a pu comprendre les mécanismes physiopathologiques de la maladie. Et il y avait plusieurs équipes en fait qui travaillaient. Vous savez qu'on n'est pas tout seul à travailler dans notre coin. Il y a beaucoup d'équipes qui travaillent sur la maladie de Parkinson. Et grâce aux différents travaux en fait qui ont été publiés, il y a eu une modélisation en fait de ce réseau en fait impliqué dans la motricité. Et on a essayé de comparer en fait le fonctionnement normal du réseau impliqué dans l'exécution du mouvement et le réseau pathologique. Et à partir de là, on a identifié les structures qui sont complètement dérégulées et qui sont à l'origine en fait de la symptomatologie. Et on a essayé d'intervenir dans ces structures, et en particulier une toute petite structure qu'on appelle le noyau sous-thalamique, où on a détecté une hyperactivité avec une activité complètement anarchique. Donc ce qu'on a fait, c'est que d'abord il y a une équipe américaine qui a proposé de détruire cette structure
puisqu'elle est anarchique, elle cause des dégâts au niveau de l'activité des structures efférentes. Donc ils ont dit, peut-être si on la supprime du réseau, on va pouvoir contrecarrer les symptômes. C'est ce qu'ils ont fait, donc ils ont détruit cette structure et ils ont observé une amélioration spectaculaire des symptômes en fait chez les singes, rendus parkinsoniens par la toxine que j'ai dit, le MPTP. Mais par contre, comme cette structure est impliquée dans l'acte moteur normal, comme ils l'ont supprimé, il y a eu des effets secondaires qui étaient très gênants et qui sont en fait des mouvements anormaux. C'est-à-dire que cette structure est impliquée dans le frein du mouvement anormal. Si on la supprime, on libère le mouvement de façon exagérée et les singes ont commencé à bouger dans tous les sens. Donc on les a améliorés, au lieu d'être complètement bloqués au niveau de l'acte moteur, on les a libérés de façon exagérée. Donc cette approche ne pouvait pas être proposée aux patients. Et nous, ce qu'on a fait à Bordeaux avec Bernard Biolac et Christian Gross, c'est qu'on a proposé de remplacer les lésions par des stimulations électriques. Pourquoi stimulation électrique? Parce qu'on peut jouer sur les paramètres de la stimulation, la fréquence, la largeur d'impulsion, les intensités, et essayer de trouver les paramètres adéquats qui vont améliorer les symptômes moteurs, mais sans induire d'effets secondaires. Donc on a implanté des électrodes dans le noyau sous-thalamique de nos singes, on a déclenché des stimulations et on a commencé à augmenter en fait les intensités petit à petit jusqu'à ce qu'on ait obtenu en fait une amélioration vraiment spectaculaire des symptômes moteurs. Et quand on continue à augmenter encore plus, c'est là qu'on peut induire des effets secondaires. Donc il y a une marge avec la stimulation électrique, il y a une marge où on peut avoir des intensités qui vont induire que l'amélioration des symptômes et il faut vraiment monter beaucoup plus haut pour induire des effets secondaires. Donc à partir de là, on a proposé de faire un transfert aux patients parkinsoniens. C'est pour ça que je suis parti à Grenoble en 1993 où j'ai fait avec Louis Benabid des interventions en faisant l'électrophysiologie comme chez le singe pour identifier le noyau sous-thalamique chez les patients parkinsoniens. On a implanté des électrodes et franchement on a reproduit exactement ce qu'on avait vu chez nos singes et ça marche très très bien. Donc on était les premiers à le faire. Après il y a l'équipe parisienne qui est venue à Grenoble voir comment ça se passe. Ils étaient convaincus par la réussite de la technique, donc ils l'ont installé à Paris. Après ça a commencé un peu partout. Actuellement il y a plus de 500 000 patients implantés avec des électrodes de stimulation dans le monde. Les Américains ont commencé avec un peu de retard. Ils ont commencé en 2000. Pourquoi ils ont commencé avec du retard? Je ne vais pas être méchant, mais parce que ce n'est pas une découverte américaine. Ils voulaient voir d'abord comment ça se passe ailleurs et être sûr qu'il n'y a pas d'effet secondaire, parce qu'il y a une grande histoire avec la maladie de Parkinson. C'est l'histoire du médicament en fait, qui remplace la dopamine. C'est le Modopar, à base de L-Dopa, qui est un précurseur de la synthèse de la dopamine. Il y a une lune de miel au début de l'apparition des symptômes. Quand on donne cette molécule aux patients, ça marche très très bien, ils deviennent complètement normaux. Mais malheureusement, 4 à 5 ans après le début du traitement, c'est le déclin parce que les malades commencent à avoir des mouvements anormaux spectaculaires. Ce qu'on appelle, passent d'un état on à un état off de façon très très répétée sur une journée, donc ça les handicape complètement. Ils ne peuvent plus sortir parce qu'ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont être bloqués, quand est-ce qu'ils vont être libérés. Donc c'était l'échec total en fait dans le temps. Donc c'est pour ça que ils ne voulaient pas commencer tout de suite et voir est-ce que c'est un effet qui va perdurer à long terme ou pas. Et actuellement, on est à 19 ans d'expérience, 19 ans de recul. Nos patients répondent toujours à la stimulation de façon aussi spectaculaire qu'avant. On connaît effectivement beaucoup plus de choses qu'il y a une dizaine ou une vingtaine d'années. On retrouve, je dirais, une évolution un petit peu similaire en fait, à ce qui a été évoqué pour la maladie de Parkinson, c'est-à-dire qu'il y a une phase prodromale, une phase préclinique en fait, dans laquelle effectivement il n'y a pas de symptômes comportementaux de la maladie. Et puis après, effectivement, vont commencer à apparaître des problèmes
mnésique essentiellement. Donc là, effectivement, les symptômes de la maladie d'Alzheimer, c'est des troubles donc de la mémoire, donc l'aphasie, des troubles de la mémoire, donc l'amnésie, des troubles de la parole et du langage, donc l'aphasie, des troubles de la reconnaissance, par exemple des objets avec l'agnosie. Alors, pour autant, il ne faut pas avoir peur des troubles bénins que l'on peut tous avoir. C'est-à-dire qu'on ait 20 ou 30 ans, on a des troubles de la mémoire. Ça ne veut pas dire effectivement qu'on est en train de développer une maladie d'Alzheimer. Mais par contre, c'est vrai que c'est des questions qui deviennent récurrentes lorsqu'on a passé un certain âge, où effectivement on va plus se focaliser sur ces pertes de mémoire. Donc l'intérêt aussi, c'est de bien faire comprendre à tout le monde que les pertes de mémoire peuvent être un fonctionnement normal, en fait, lié à ce qu'on a évoqué précédemment, à une baisse du fonctionnement de toute façon normale. Et puis après, il y a effectivement des symptômes qui vont pouvoir nous alerter sur un dysfonctionnement un petit peu pathologique. Alors après, au niveau des traitements, pour l'instant on est un petit peu dans une impasse, puisque au niveau des traitements médicamenteux, on n'arrive pas vraiment à trouver quelque chose d'efficace. On avait même parlé à un moment d'un fameux vaccin, il n'y a toujours rien à l'heure actuelle. Enfin voilà, il y a quand même de grands questionnements. Et donc c'est vrai qu'en tout cas en psychologie cognitive, on va beaucoup s'intéresser à ce qu'on appelle les thérapies non médicamenteuses. Donc ce qui est la plus connue d'entre elles, je dirais, ce sont les ateliers mémoire de stimulation des activités. Et on s'aperçoit effectivement qu'avec ces thérapies non médicamenteuses, on peut avoir des améliorations de certaines fonctions. Alors soit des fonctions que l'on va entraîner spécifiquement, ou alors des fonctions plus générales. Et là, c'est le problème du transfert en fait, des connaissances. Est-ce que lorsque l'on va faire fonctionner une fonction, est-ce que ça, on va pouvoir le transférer à d'autres fonctions qui sont un peu similaires, ou est-ce que ça va être aussi transférable dans la vie au quotidien? Donc voilà, donc on est dans cette approche, effectivement, où on essaye de voir ce qu'il est possible de faire pour freiner l'évolution de la maladie d'Alzheimer. Plus on va pouvoir intervenir rapidement, et plus on espère en tout cas freiner l'évolution de cette maladie qui est inéluctable, en tout cas pour l'instant. Et donc c'est vrai qu'on va beaucoup s'intéresser à des phases donc précliniques, comme je le disais précédemment. Alors à l'heure actuelle, on parle du stade MCI, donc c'est le Mild Cognitive Impairment, donc une phase où effectivement il y a des troubles mnésiques et cognitifs avérés, avec une plainte mnésique associée, mais qui n'est pas similaire, qui ne regroupe pas en fait tous les critères de la maladie d'Alzheimer. Et donc on s'intéresse beaucoup à cette phase pour savoir quels sont les signes précurseurs, les fonctions qui vont être déficitaires en première, puisqu'effectivement l'objectif c'est de pouvoir proposer en fait un système de rééducation. C'est-à-dire que c'est pas une fatalité, on peut traiter, on peut soigner, on peut améliorer, on peut ralentir. On peut ralentir. Soigner, je ne crois pas que pour l'instant on en soit là. Alors après, effectivement, il faut se méfier aussi. Tout à l'heure, on en a parlé de la réserve cognitive, la réserve cérébrale. Ça, c'est vraiment intéressant. Par contre, effectivement, quelqu'un qui a une forte activité intellectuelle, stimulante, va pouvoir masquer en fait le développement d'une maladie. Et donc, on voit souvent ça en fait chez des personnes qui ont eu un style de vie très actif avec des très hautes responsabilités. Lorsqu'elles arrêtent ces activités, effectivement, on peut s'apercevoir que tout d'un coup, il y a un déclin brutal. Alors bon, c'est peut-être associé avec aussi la cessation de l'activité professionnelle. Il y a un certain nombre de bouleversements qui peuvent se surajouter. Mais on peut penser en fait que les personnes qui ont un haut niveau de réserve cognitive vont mettre en place des stratégies de compensation. Alors effectivement, avec la sollicitation de réseaux neuronaux différents, etc. Et puis à un moment, les systèmes de compensation ne peuvent plus suffire. Et puis là, donc en fait, c'est effectivement une dégringolade, je dirais, au niveau des performances. Et puis au quotidien, il y a un certain nombre de troubles associés du comportement qui sont très difficiles à vivre dans la maladie d'Alzheimer, en fait. Vous avez parlé justement d'un trouble qui est la confusion des objets. On entend assez peu parler. C'est quoi? C'est des hallucinations? Oui, mais alors ça va arriver dans différents stades de la maladie. C'est vrai que ce que l'on connaît le plus pour l'instant, c'est le dysfonctionnement mnésique avec la perte du mot. On va chercher son mot. Alors, qui a distingué de ce qu'on appelle le mot sur le bout de la langue, qu'on connaît tous. Donc ça arrive. Ça arrive effectivement un petit peu plus fréquemment lorsqu'on vieillit. Et puis en fait, lorsque ça devient fréquent, dans
dans une situation bien particulière, effectivement, lorsque la personne ne va pas réussir à trouver d'autres mots pour pouvoir exprimer ses idées, ça va être des petits indicateurs, effectivement, de ce manque de mots, donc de ce problème de récupération de l'information en mémoire. Puisque l'information, elle est là, elle a été emmagasinée, et bien souvent, en fait, hein, c'est ce que l'on dit dans la maladie d'Alzheimer, c'est que c'est un problème, en fait, d'encodage de l'information, au moment où, en fait, où l'information va être perçue, enregistrée par le système cognitif, et c'est également un problème de la récupération. Donc il y a tous d'abord ce plan-là, et puis effectivement il y a après, donc je vous ai évoqué l'aphasie, donc des problèmes de langage qui vont jusqu'à la perte totale du langage dans la maladie d'Alzheimer, et puis l'agnosie, donc la difficulté de reconnaissance des objets ou des visages. Il est bien connu effectivement que les personnes Alzheimer n'arrivent plus à reconnaître leurs proches à un moment donné. Voilà, donc ça c'est la phase, c'est le tableau clinique que l'on appelle les 3A donc dans la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire que le fait de ne pas reconnaître ses proches, c'est pas un problème de mémoire, c'est lié à un problème de visualisation C'est un peu complexe, ce n'est pas que de la mémoire, effectivement. Alors après, c'est vrai qu'à un moment donné, on parlait de la mémoire qui expliquait tout. Après, on s'est dit non, c'est plutôt les processus attentionnels. À l'heure actuelle, on va dire que ce qui est beaucoup évoqué dans la littérature, c'est le fonctionnement exécutif. Donc, c'est tout ce qui permet de planifier, d'organiser en fait l'information dans un but donné. C'est ce qui va nous permettre de réaliser des actions nouvelles. Et ces fonctions seraient considérées comme les premières atteintes en fait dans la maladie d'Alzheimer. Après, il y a tout un tableau clinique en fait qui vient s'enrichir. Effectivement, au niveau des processus visuels, il y a également des modifications. Donc, dans notre laboratoire, j'ai une collègue qui est spécialisée dans les processus attentionnels visuels précoces, et elle a montré effectivement qu'il y avait des modifications dans la maladie d'Alzheimer. Bon, c'est des choses que d'autres équipes ont également étudiées, et avec par exemple des seuils de perception qui étaient différents dans la maladie d'Alzheimer. Donc ce sont des processus de bas niveau mais qui peuvent rendre compte aussi des difficultés après de manipulation de l'information, parce qu'on conçoit assez facilement que si l'information au départ elle est moins bien traitée, moins bien encodée, à un niveau relativement superficiel, elle va être plus difficile. Si la trace est un peu dégradée à la base, effectivement on va avoir plus de difficultés à la traiter. D'accord pour dire que la maladie d'Alzheimer est une sorte de vieillissement accéléré pathologique, parce qu'il y a des marques dans le cerveau que l'on peut voir par des techniques tout simplement d'observation du cerveau direct, d'anatomopathologie, sur des gens décédés, qui montrent qu'il y a en excès des agrégats de protéines. Il y a deux grands types de protéines amyloïde et une autre protéine qui s'appelle la protéine Tau. Et donc on voit des agrégats de ces protéines en excès dans le cerveau, mais on le rencontre aussi chez les sujets vieillissants. Donc c'est un phénomène naturel, mais qui, pour des raisons qu'on ne connaît pas aujourd'hui, s'accélère. Alors il y a des techniques d'imagerie aujourd'hui en tomographie par émission de positrons, donc des techniques radioactives qui permettent d'aller cibler ces protéines, notamment la protéine amyloïde, dans le cerveau. Il y a un produit qui s'appelle le PIB, que l'on peut administrer au patient avec une injection, et on voit alors à ce moment-là des fixations au niveau cérébral. Alors on en voit chez des sujets âgés qui ont des niveaux intellectuels tout à fait préservés. On en voit chez des gens qui ont ces fameuses altérations moyennes dont on a parlé, qui sont d'ailleurs assez fréquentes chez le sujet âgé, qui ne sont pas forcément des stades même précurseurs de la maladie d'Alzheimer. Certains vont évoluer, d'autres ne vont pas évoluer. Donc on le voit. Par contre, on le voit considérablement, ces agrégats de protéines amyloïdes, chez les sujets qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer. Donc l'imagerie peut avoir des marqueurs. Ensuite, sur l'imagerie, notamment par résonance magnétique, on voit l'atrophie du cerveau. C'est-à-dire que l'atrophie, le cerveau d'un sujet porteur d'une maladie d'Alzheimer va s'atrophier plus vite que le vieillissement normal du cerveau. Donc ça, c'est un moyen de le faire, de le voir. Et ensuite, on peut voir des régions spécifiques qui sont les régions de l'hippocampe notamment, qui sont impliquées dans la mémoire, des régions du cortex frontal, quelquefois pariétal, pariéto-occipital, qui vont être donc plus fines parce qu'il y a une perte
donc d'un certain nombre de neurones. Donc là, l'imagerie peut le voir. Par contre, une des grandes questions que nous nous posons, c'est effectivement l'apport relatif de l'imagerie au diagnostic clinique. C'est-à-dire que aujourd'hui, une maladie d'Alzheimer se pose devant un tableau clinique, mais l'imagerie à ce stade-là n'est plus intéressante. Même si vous voyez une atrophie ou si vous voyez des plaques amyloïdes, ça n'a plus d'intérêt. Parce que le diagnostic il se fait aussi facilement par un neurologue, par un neuropsychologue qui va faire des tests et qui va très bien voir la maladie. Ce qui nous intéresse, et ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que la maladie semble exister préalablement peut-être une dizaine, voire une quinzaine d'années. Aujourd'hui, on est plutôt entre 10 et 15 ans, selon des modèles qui ont été mis au point, 10 à 15 ans avant le début des troubles cliniques. C'est un peu ce que disait M. Benazou sur la maladie de Parkinson. Il faut quand même qu'il y ait un gros volume de pertes. Et là, de la même façon, la maladie d'Alzheimer semble pouvoir naître peut-être beaucoup plus tôt, avant que les premiers symptômes arrivent. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui par l'imagerie, c'est de diagnostiquer et d'avoir une valeur, ce qu'on appelle une valeur prédictive, c'est-à-dire de pouvoir prédire qu'un sujet va évoluer vers une maladie d'Alzheimer pour le traiter à ce stade-là. Soit le traiter par la mise dans un environnement différent, une stimulation, ça c'est une hypothèse. Bon, souhaitons que ça aide, et ça aide probablement, mais ça ne sera pas peut-être suffisant, mais ça peut retarder, ça fait une économie d'ailleurs en termes de santé publique qui est considérable si vous retardez la période de la dépendance du patient. Et puis il y a également la possibilité peut-être d'administrer des nouveaux médicaments qui pourraient venir donc empêcher la perte des neurones, et si on le fait assez tôt, les gens pourraient ne pas avoir finalement de symptômes ou en souffrir. À l'heure actuelle, d'un point de vue des traitements, les traitements qui ont eu lieu, il y a eu plus de 10 essais de traitement chez l'homme à des phases élevées, enfin ce qu'on appelle les phases 3 d'essais cliniques, c'est-à-dire sur des grosses populations qui ont échoué. Donc c'était soit des traitements pour préserver les neurones, ce qu'on appelle les neuroprotecteurs, soit des traitements pour vacciner les patients contre justement ces fameuses protéines, et ces traitements ont échoué. Mais à l'heure actuelle, on est devant des nouveaux traitements qui semblent venir justement, on parlait tout à l'heure du système humain, mais qui semblent venir de l'immunothérapie et qui pourraient avoir un effet pour en fait nettoyer le cerveau de ces fameuses protéines en grande quantité anormale, qui sont les protéines amyloïdes et les protéines tau. Et ces produits donnent un certain espoir pour justement sortir ces protéines et ces agrégats qui joueraient un rôle dans le dysfonctionnement. Mais pour terminer, ce que je voudrais dire, c'est que comme pour la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, nous n'en connaissons pas le mécanisme initial. Donc nous ne savons pas pourquoi, à un moment donné, ces plaques, ces protéines vont s'accumuler. Tant qu'on ne sait pas pourquoi, eh bien évidemment, on ne pourra pas s'attaquer directement à la cause de la maladie. C'est tout un champ de recherche qui est en cours à l'heure actuelle. Bien sûr, il y en a d'autres, mais qu'on connaît un peu moins, je pense. Je ne suis pas spécialisé là-dedans. Il y a ce qu'on appelle les syndromes parkinsoniens, où malheureusement on ne connaît pas très bien les mécanismes et on n'arrive pas à les traiter de façon efficace. Donc c'est des Parkinson atypiques, soit liés à des intoxications de produits chimiques. On parle aussi de tout ce qui est insecticides, pesticides qui peuvent induire des Parkinson atypiques ou d'autres types de maladies neurodégénératives. Comme il y a aussi les dystonies, soit des dystonies primaires ou des dystonies secondaires. Les dystonies primaires, on ne sait pas non plus les causes et les malades développent des symptômes
Tincton qui sont complètement handicapants. Les malades sont sur des fauteuils roulants, ils ne peuvent rien faire. En fait, ils sont complètement bloqués et il n'y a aucun traitement qu'on peut leur proposer. Sauf récemment, on a commencé à leur proposer des stimulations cérébrales profondes dans une autre structure que celle qu'on utilise dans la maladie de Parkinson, ou dans certaines formes, surtout les dystonies primaires, ça marche plus ou moins bien. On ne va pas rendre le patient normal, mais on va diminuer son handicap. Il y a la chorée du Tincton qui est aussi une maladie neurodégénérative, mais qu'on ne connaît pas très bien. C'est une maladie génétique, on sait que ça se transmet de génération à génération, mais malheureusement, là encore, il n'y a absolument rien pour traiter ces pathologies. Donc ça reste des pathologies lourdes et dont les traitements soit ne sont pas efficaces, ou il n'y a pas vraiment de médicaments, tout simplement parce qu'on ne connaît pas les mécanismes à la base de ces pathologies. Vous avez parlé des pesticides, c'est-à-dire que ça peut attaquer aussi les neurones par Ça peut. On sait que dans les pays industrialisés, par exemple, il y a plus de malades parkinsoniens que dans les pays non industrialisés. Donc c'est pour ça qu'on parle de la composante en fait environnementale dans la mort cellulaire dans les maladies neurodégénératives. Et on a identifié donc l'impact des pesticides, c'est ça? Alors il y a plusieurs études qui sont actuellement en cours, par exemple pour l'utilisation du paraquat, du maneb, etc. On sait qu'ils peuvent induire des morts cellulaires, la mort cellulaire des neurones dopaminergiques qui sont à la base du développement de la maladie de Parkinson. Mais ça n'induit pas la mort des cellules que dopaminergique, ça induit la mort de neurones, en fait, d'autres types de neurotransmetteurs. Et c'est pour ça que c'est des maladies qui sont plus complexes, où les médicaments qu'on utilise dans la maladie de Parkinson ou la stimulation cérébrale profonde qui marche bien dans la maladie de Parkinson, ces traitements ne marchent pas dans les Parkinson atypiques, qui sont en fait causés par soit des pesticides ou par d'autres substances chimiques. Oui, alors l'accident vasculaire cérébral, il ne faut pas oublier que c'est la troisième cause de mortalité dans le monde, hein, donc c'est une énorme proportion de patients qui vont mourir d'accidents vasculaires cérébraux, à des âges d'ailleurs qui sont souvent proches de 60-70 ans. Alors ça peut survenir très tôt dans la vie, par des mécanismes d'ailleurs qui sont très différents les uns des autres. On peut avoir un accident vasculaire cérébral par exemple par un petit embole qui se crée dans le cœur. C'est un agrégat de plaquettes qui va se faire à l'intérieur du cœur et puis qui va grimper au niveau du cerveau en passant donc par l'aorte. Ça peut être aussi ce qu'on appelle les dissections d'artères, c'est-à-dire que les artères spontanément peuvent se cliver à l'intérieur et se boucher. Donc ça survient chez des sujets qui sont souvent jeunes. On observe de façon relativement fréquente des gens entre 20 et 50 ans qui ont ce type de pathologie. Après, le gros de la troupe, on va dire, c'est surtout lié à des pathologies de type athérosclérose, des vaisseaux. Donc c'est le vaisseau qui s'épaissit avec l'âge, avec des endroits où on forme des plaques d'athérome. Ce sont des lipides qui s'accumulent à l'intérieur, puis un beau jour, la plaque s'ouvre et va ensuite donc libérer un certain nombre de substances qui vont aller dans le cerveau et qui vont donc créer une oblitération d'un vaisseau. Sur le parenchyme cérébral, qu'est-ce qui se passe dans les trois circonstances que j'ai évoquées? Une fois que le vaisseau est bouché, les neurones et leur environnement cellulaire et les autres cellules ne peuvent plus fonctionner. Donc il y a un manque d'apport d'oxygène. Et dans les minutes qui suivent cette occlusion, même dans les secondes qui suivent cette occlusion, du fait du manque d'apport d'oxygène, vous avez un trouble très rapide qui va s'installer, un trouble neurologique brutal, d'installation brutale. Alors ça, c'est un phénomène qui doit nous alerter exactement comme la douleur pour l'infarctus du myocarde. Si l'on a soi-même ou dans notre environnement quelqu'un qui présente brutalement un trouble neurologique, c'est une urgence. Et ce n'est pas parce que ça passe dans les minutes qui viennent, ce qui arrive souvent, ce qu'on appelle les accidents transitoires, c'est à peu près 20 à 25% des accidents. Et bien même si ça passe dans les minutes qui viennent, et quelquefois ça peut durer que, on va dire, quelques minutes, et bien c'est un signe d'alerte très grave
la vie de la personne est en danger et il faut aller consulter le plus vite possible et voire aller dans un centre spécialisé dans les accidents vasculaires cérébraux. Qu'est-ce que vous appelez trouble neurologique dans ce cas-là? Eh bien, un trouble neurologique d'installation brutale, ça va être par exemple un trouble moteur. Je ne peux plus utiliser ma main, je ne peux plus marcher. Je vais avoir une hémiplégie, un membre supérieur et inférieur qui ne fonctionne plus. Ça va durer quelques minutes. Bon, il faut que ça dure quand même. Si ça dure un dixième de seconde ou 1 ou 2 secondes, là il faut peut-être penser à autre chose. Ça va durer quelques minutes, je vais m'en plaindre, je vais l'observer, mon environnement va l'observer, et à ce moment-là, c'est une urgence. Ça peut être aussi un trouble de la parole, c'est assez fréquent, je veux parler, je ne peux plus parler, ou je ne comprends plus ce qu'on me dit, et ça dure quelques minutes. Donc voilà, ce sont des signes d'alerte. Et ces signes d'alerte, alors ça peut persister, c'est ce qu'on appelle un accident vasculaire constitué, mais ça peut aussi ne durer que très peu de temps. Ces signes-là doivent nous emmener dans un hôpital spécialisé où il y a des unités qui sont spécialisées de neurologues avec des neuroradiologues. À Bordeaux, donc on a ce genre de structure où on va prendre en charge le patient et la première chose à laquelle on va penser, c'est déboucher l'artère. C'est la chose la plus efficace aujourd'hui, c'est de déboucher l'artère. Alors soit l'artère, on la débouche par un médicament, exactement comme on le fait pour le cœur. On donne un produit qui va donc ce qu'on appelle thromboliser, c'est-à-dire détruire le caillot. Donc on le donne par voie intraveineuse, soit si on pense que ça ne va pas être efficace, on le fait par voie artérielle, et ça se fait dans le service que je dirige à l'hôpital. On le fait par voie artérielle, c'est-à-dire qu'on va monter une petite sonde dans le vaisseau au contact du caillot et on va extraire le caillot, soit par des moyens chimiques, soit par des moyens même mécaniques. On a maintenant des petits paniers qui vont chercher le caillot et qui le ramènent et le détruisent de façon à libérer le vaisseau. Le seul problème, c'est qu'il faut aller très vite. Et l'idéal, c'est d'être dans un maximum de temps de 4h30. Aujourd'hui, les données cliniques nous donnent à peu près ce temps-là. Au-delà de ce temps, le cerveau souffre trop et de toute façon, même si on désoblitère, on ne va pas regagner la fonction. Donc, c'est trop tard. Et surtout, si on le fait beaucoup trop tard, cette désobstruction, le risque c'est qu'au contraire on ait une complication, c'est-à-dire que ça saigne dans le cerveau et à ce moment-là on aggrave le malade. Donc on a vraiment une fenêtre très précise et c'est pour ça qu'il faut aller très vite. Ce qui veut dire que tous les AVC ne sont pas tous mortels? Ah non, loin de là. L'AVC est mortel dans 20% des cas à la phase toute initiale. Alors en fonction de l'âge, le risque de mortalité dans l'année qui suit est quand même élevé chez les sujets âgés. Vous avez 50% de mortalité chez des sujets qui ont plus de 80 ans. Après un premier AVC, mais tous les AVC effectivement ne sont pas mortels, heureusement. Grâce à la plasticité cérébrale, on peut récupérer. Donc il y a un certain nombre de choses et de stimulations à faire. Alors on connaît évidemment les stimulations physiques, mais on peut faire aussi des stimulations du langage. Donc il y a beaucoup de choses que l'on peut faire chez un sujet qui a eu un AVC. Donc c'est pas toujours catastrophique non plus un AVC. Et puis on peut donner un traitement au long cours pour fluidifier le sang qui empêche la récidive de l'accident vasculaire cérébral, parce que le risque au fond c'est souvent ça, c'est que ça se reproduise. Et donc on a des résultats qui sont parfois tout à fait spectaculaires, puisque si vous voulez, si on dit que 20% meurent très rapidement, vous allez avoir 20% des gens qui vont vivre une vie tout à fait normale aussi après un accident vasculaire cérébral. Donc voilà, c'est pas toujours catastrophique. Enfin, bon, ça peut laisser des séquelles graves. C'est sûr, il y a suffisamment de recherches dans le monde pour ces pathologies, mais je pense que les moyens financiers ne suivent pas, en particulier en France. C'est vrai que ça devient un peu compliqué d'obtenir des financements pour poursuivre des projets de recherche.
on ne va pas dire qu'il n'y a plus les moyens, il y a des moyens, mais je pense qu'ils sont insuffisants pour développer un peu plus la recherche et être plus en avant pour faire un peu de concurrence aux Américains, aux Anglais, aux Allemands. En termes de prévention et de prise en charge du patient, c'est pareil, c'est insuffisant ou... En tout cas, pour ce que moi j'en sais au niveau du vieillissement, oui, la prise en charge elle est nettement insuffisante. C'est vrai que là, il faudrait qu'on essaye de tendre vers une prise en charge qui permette le maintien à domicile. C'est ce qui est le plus souhaitable pour les personnes. Mais ça veut dire effectivement le développement de structures qui puissent venir en aide aussi à domicile. Et puis à l'heure actuelle, on a très peu de gens qui sont formés et qui peuvent avoir ce genre de fonction. Donc il y a tout un champ de professionnels à développer autour de la prise en charge de la personne âgée, vieillissante, et puis également des structures aussi pour accueillir les personnes qui ne peuvent plus rester chez elles. Donc là, effectivement, il y a eu des avancées considérables, puisqu'effectivement, on parle non plus maintenant de maisons de retraite, mais d'EHPAD, d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Mais le terme même, en fait, d'EHPAD, en fait, va fonctionner en fonction de la dépendance, en fait, des gens qui sont accueillis. Donc il y a effectivement des prises en charge pour les personnes qui vont être très dépendantes, peut-être un petit peu moins pour des personnes qui sont encore à la marge, qui ne sont pas trop dépendantes. Voilà, donc, mais c'est une approche pluridisciplinaire. Il faut effectivement après avoir les moyens dans ces établissements d'avoir une prise en charge médicale avec effectivement des gérontologues, des kinés, des psychologues. Enfin voilà, il y a tout un armada en fait qu'il faut mettre en place et ouais, les moyens sont assez difficiles à obtenir en fait. Vous parlez de psychologue justement, on a parlé de ces maladies de manière un peu mécanique dans les symptômes, dans le traitement. Ces personnes-là et leur entourage sont souvent dans des grandes détresses. Quelle est l'approche médicale de ces détresses ? Alors, c'est vrai effectivement qu'il y a un certain nombre de troubles du comportement en fait, de la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer qui va avoir des répercussions directes sur l'aidant, et notamment ce qu'on appelle l'aidant principal, qui bien souvent le conjoint, la femme ou les petites filles. Enfin, en général, voilà, ce sont plutôt des femmes qui viennent en aide en fait, aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Le fait effectivement de porter, d'être un appui quotidien, de devoir supporter effectivement des comportements d'agressivité parfois. On comprend mal aussi ce que la personne que l'on a connue est devenue. On a l'impression effectivement que c'est peut-être intentionnel alors que ce n'est pas. Donc voilà, il y a un grand aussi travail d'information à faire auprès de ces personnes-là, et des groupes en fait de travail, des groupes de parole peuvent aider en fait les personnes à mieux prendre en charge en fait leur conjoint enfin, ou leurs proches. Vous venez de parler d'agressivité, c'est un point dont on parle assez peu pour les malades d'Alzheimer. Ces malades-là peuvent être violents, agressifs. Oui, en fait, c'est vrai qu'ils vont passer par différentes phases. Donc, il va y avoir des phases d'apathie, et puis il va y avoir des grandes phases aussi, par exemple, de déambulation, où la personne ne va pas pouvoir rester en place, où elle va effectivement brusquement en fait, se mettre en colère. Enfin, voilà. Donc, pour l'instant, on ignore un petit peu en fait pourquoi. C'est vrai que certaines hypothèses avaient soulevé la possibilité que c'était dans des périodes en fait de prise de conscience en fait de son état, et qu'effectivement de façon réactionnelle il y avait comme ça ces crises de violence. Alors c'est des personnes qui peuvent on va dire injurier la personne qui est là, parce que bon, elle transpose quelque part effectivement aussi un mal-être qu'elle n'arrive pas à contrôler. Donc c'est vrai que c'est particulièrement difficile à subir en fait. Alors il n'y a pas un cas clinique non plus qui est comparable à un autre, mais c'est vrai que ce sont des comportements que l'on retrouve assez fréquemment. Vincent Doucet, sur la prise en charge, sur les recherches, sur ce terme d'enjeu public, de santé publique, est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Je dirais que notre addiction à la vie a un coût,
c'est pour reprendre le mot addiction, mais c'est vrai que bon, spontanément, nous souhaitons survivre le plus longtemps possible et effectivement, avec tous les moyens qui nous sont donnés aujourd'hui, on voit que la population vieillit, que la moyenne, la durée de vie augmente considérablement à une vitesse qui concerne. C'est un enjeu majeur, c'est-à-dire qu'il va falloir que notre société s'adapte à avoir des gens âgés, très âgés, dans notre environnement, ce qui n'était pas du tout le cas. Et comme la peau vieillit, le cerveau vieillit, vous l'avez dit, et on va vivre avec des gens qui vont avoir un cerveau vieillissant, avec des formes très graves comme celle d'une maladie d'Alzheimer, mais également avec des formes moins graves, mais avec des fonctionnements cérébraux qui vont être altérés. Donc il va falloir que la société s'adapte à ça, ça veut dire que aussi nos moyens financiers vont devoir s'adapter à ça. Aujourd'hui, le coût d'un patient porteur d'une maladie d'Alzheimer est considérable pour son environnement et on sait qu'aujourd'hui pour faire vivre quelqu'un qui a une maladie d'Alzheimer dans les conditions à peu près décentes, on est plutôt autour de 2 000 € par mois et donc si l'environnement n'est pas capable de le prendre en charge, la société va avoir aussi des difficultés de prendre de plus en plus de gens en charge avec ce type de coût. Je vous ai donné un ordre d'idée. Voilà. Donc c'est un vrai enjeu pour les années à venir et on a du mal à imaginer qu'on va trouver des solutions médicales ou des médicaments qui vont permettre d'endiguer cette progression du vieillissement. Alors il y a des recherches très intéressantes qui sont faites aussi sur l'adaptation de l'environnement justement de ces patients âgés avec un champ qui s'appelle la neurodomotique qui veut dire domus c'est la maison, neuro c'est un environnement pensé par rapport justement à l'état de notre cerveau et il y a des gens qui sont en train d'imaginer des structures de maisons plus adaptées lorsqu'on vieillit. Alors vous savez, aujourd'hui, on veut, quand on est vieux, on veut avoir une maison de plein pied, plus d'étages parce qu'on a de l'arthrose. Mais comme on a de l'arthrose dans le cerveau aussi, le vieillissement, c'est de l'arthrose dans le cerveau, eh bien, il va falloir adapter l'environnement. Donc les systèmes informatiques sont extrêmement intéressants et vont probablement, là, il y a tout un champ à explorer pour adapter des systèmes informatiques très simples, parce que quand on vieillit, on ne va pas utiliser des systèmes informatiques compliqués, au contraire très simples, mais qui permettent de garder les personnes dans un environnement, des systèmes de caméra, des systèmes pour pouvoir parler à distance avec les gens de sa famille, de façon à garder des contacts quotidiens, voire pluriquotidiens, des adaptations d'objets autour de soi, ne pas tomber parce que les gens qui vieillissent chutent davantage pour différentes raisons, neurologiques et osseuses, musculaires. Donc tout ça, c'est aussi à découvrir, à mettre en place. Et donc, il y a une petite révolution dans les années à venir de notre environnement. Et je suis tout à fait d'accord, il faut maintenir le plus longtemps possible les gens à leur domicile et dans un environnement familial. Alors, on redécouvre finalement que la maison de retraite où on envoie, où autrefois on envoyait les gens, même parfois assez jeunes finalement, en maison de retraite, il faut probablement éviter cela, ça perturbe et ça aggrave le vieillissement. Donc il faut essayer de maintenir les gens à domicile le plus longtemps possible. On découvre effectivement tous les bienfaits en fait, de la pratique physique, que ce soit de la pratique depuis le plus jeune âge jusqu'à plus récemment. Et là, donc, il y a une étude allemande assez récente qui s'appelle l'étude Activa, qui a montré effectivement que sur un panel en fait, de femmes, les personnes qui avaient eu une activité physique dès l'adolescence avaient un meilleur vieillissement en fait, que celles qui n'avaient jamais pratiqué d'activité sportive, mais que celles qui avaient commencé à faire du sport à partir de 40 ans avaient quand même un meilleur
activité cognitive et physique en fait que les personnes qui n'en avaient jamais fait. Donc voilà. Donc il y a tout un champ de recherche très très intéressant sur la pratique sportive. Il faut faire attention quand même des côtés néfastes, c'est-à-dire qu'une pratique sportive intensive peut également avoir des côtés néfastes, mais on va dire que en petit conseil, effectivement, une activité physique régulière, ça peut être de la marche, est tout à fait encouragée, recommandée. Et puis après, il y a des conseils aussi nutritionnels, voilà, d'hygiène de vie. Des exercices mentaux. Qu'est-ce qui, dans la vie de tous les jours, comment on travaille notre mémoire Alors là, oui, c'est ça. Avant, on parlait des mots fléchés ou des mots croisés. Maintenant, c'est le sudoku, oui, donc, en fait. Donc, ouais. comme quoi, les petits exercices à la fin du journal. Oui, la lecture aussi est une activité intellectuelle stimulante, au contraire de la télévision, qui est plutôt une activité passive et qui ne va pas vraiment stimuler. L'apprentissage de nouvelles technologies, se mettre à 60 ou 70 ans sur Facebook, je dirais pourquoi pas, voilà, parce que l'apprentissage de nouvelles connaissances va être en fait stimulant en fait, pour le cerveau. Voilà, donc il y a plein de choses. Rassure-toi, moi non plus. La pratique sportive permettait de muscler aussi le cerveau. Comment ça se fait? C'est surprenant. Alors il y a plusieurs hypothèses, mais bon, effectivement il y a une hypothèse métabolique au niveau de l'oxygénation. Donc c'est-à-dire effectivement que lorsqu'on a une pratique sportive, en fait on a une meilleure oxygénation en fait des différentes cellules, et donc du coup de ce fait l'information va mieux transiter. Donc voilà, c'est une des hypothèses explicatives sur les effets de la pratique sportive. Il y en a peut-être d'autres. Paradoxalement, c'est moi qui suis plutôt physiologiste, biologiste, je vais répondre à la place de la neuropsychologue que je pense que en fait, le sport aussi stimule à être dans un environnement différent, c'est-à-dire qu'il permet aux gens de faire des activités sportives en groupe, d'être stimulés, d'aller, de se promener, de faire de la marche en montagne, d'aller sur un bateau, de faire un certain nombre de choses. Alors voilà, je pense qu'aussi il y a un effet très favorable de l'environnement aussi qui change lorsque l'on fait un exercice sportif, plutôt que de rester enfermé chez soi, voir peu de monde, bloqué devant la télé, dont on sait qu'on mémorise très peu de choses, même à nos âges, on mémorise très peu de choses de la télévision, et donc tout ça c'est évidemment non stimulant, et le cerveau probablement a besoin de ces stimulations. Mais après il y a effectivement des origines organiques très probables sur le fonctionnement cérébral, on l'a dit tout à l'heure, qui se mobilisent en permanence, et ça permet d'éviter qu'on n'ait que des simples réseaux qui fonctionnent. Et là, on complexifie probablement le système, et le sport est un moyen aussi de complexifier le système. Là, si je peux me permettre de rajouter, c'est vrai qu'il y a beaucoup en fait d'études expérimentales qui se mettent en place, qu'on appelle les études randomisées, conduites en aveugle ou en double aveugle. Et effectivement, c'est-à-dire que l'on va comparer des populations, des effectifs en fait, qui vont être soit mis dans un groupe où ils vont continuer leurs activités quotidiennes, soit des activités physiques, soit des activités de groupe de discussion, etc. Donc on essaye par ce biais-là de voir quelle est la part relative des différentes activités. Est-ce que c'est la simple prise en charge effectivement groupale, discussion, etc. qui peut avoir un effet, ou est-ce qu'il y a une spécificité par exemple de l'activité sportive ou de la stimulation cognitive? Et je dirais qu'à l'heure actuelle, en fait, les études qui montrent le plus d'effets, ce sont les études qui vont associer le plus de prise en charge possible. C'est-à-dire que voilà, si on fait de la stimulation cognitive et de l'activité physique, ça va être mieux que de faire qu'une des deux ou de rien faire. Voilà. Vous avez parlé souvent pendant l'entretien des bienfaits du changement. Tout à l'heure, vous disiez, quand on passe à l'informatique, quand on découvre des diagnostics, comment ça se fait, le changement et le fait de changer d'environnement, de changer de pratique Je dirais que j'ai tendance à penser que c'est plutôt l'inverse. C'est le fait de ne pas avoir de changement qui va être sclérosant, en fait, en quelque sorte. Voilà. Donc, c'est pas le changement en lui-même qui va être bénéfique, mais c'est le fait de ne pas rester au contraire statique. Voilà. Oui, vous avez une image qui est celle du supermarché pour la personne âgée, mais quelquefois très tôt dans la vie. C'est-à-dire que vous avez des gens, alors c'est soit un symptôme de la maladie, soit
un mécanisme d'évitement de la rencontre vers l'extérieur. Et vous avez des gens qui vont prendre leur voiture, qui vont prendre le même chemin pour aller au supermarché et qui dans le supermarché vont être très à l'aise si les produits sont exactement dans les rayons auxquels ils s'attendent qu'ils soient. Et puis vous allez avoir des gens qui vont donc avoir une réaction très averse lorsque on change les produits. Vous savez que les supermarchés ils changent souvent les produits de rayon, et alors là les gens vont se manifester parce que leur environnement, leurs habitudes sont contrariées. Et alors soit c'est un symptôme justement d'une difficulté d'adaptation, soit c'est en amont des personnalités qui ont du mal à s'adapter à un environnement nouveau et qui vont peut-être favoriser une diminution de la stimulation. Ça aujourd'hui on ne sait pas bien quelle est la cause et la conséquence, mais il semble que ce soit des signes aussi d'une difficulté d'adaptation à un environnement qui change. Et ça, on le rencontre chez des gens qui vieillissent pas bien ou qui même vont développer des maladies d'Alzheimer.